Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur KTO TV et KTO Radio. Restez avec nous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, une des idées peut-être les plus répandues à propos de l'Église, un des clichés même persistants de son histoire, est que précisément elle serait réticente à tout débat intellectuel. Pourtant, c'est elle qui, au XIe siècle, crée un nouvel exercice intellectuel appelé la disputatio, c'est-à-dire la dispute. L'exercice est par excellence universitaire. Un maître formule une question, un opposant présente des objections, un répondant opposait des contre-arguments, et enfin, le maître concluait par une solution argumentée. Cependant, ce serait une erreur de croire que la fameuse disputatio se limite à la fin de l'époque médiévale. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, comment d'abord distinguer les débats existants dans l'Église, notamment les débats conciliaires, des disputes intellectuelles. Quel est l'objectif d'une disputatio? Qui en sont les grands acteurs et qui en définit les sujets? Comment s'organise-t-elle? Existe-t-il des lieux spécifiques où l'on se dispute? Combien de temps durent les débats et qui sonne, si je puis dire, la fin de la partie? C'est ce que nous allons voir avec deux historiens, Pierre-Antoine Fabre et Warren Peset. Pierre-Antoine Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous ai déjà reçu sur le plateau de l'émission Au risque de l'histoire pour évoquer les jésuites. Vous aviez publié il y a 2 ou 3 ans ce tome absolument magistral, Les Jésuites, Histoire et Dictionnaire, dans la fameuse collection bouquins. Et vous venez de diriger avec Jérémie Foa, que j'ai reçu. Jérémie Foa, cet ouvrage, Les disputes et la conversion religieuse de l'Antiquité au XVIIe siècle. Il s'agit d'un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes. Warren Peset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil. Alors, Storia Voce, vous avez reçu pour une émission sur ce livre, c'est Ombline de Ternay, qui vous avait interviewé, Être le numéro 2, un livre également paru aux presses universitaires de Rennes. C'est une histoire des rapports de pouvoir à la tête de l'État entre bien évidemment le numéro 1, le roi, le président, et le numéro 2. Il y en a tellement, mais le premier d'entre eux peut-être, c'est Richelieu. Alors, je souhaiterais commencer l'émission, avant d'en venir peut-être à la dispute en elle-même, évoquer la place des débats dans l'Église. Et dès les origines, l'Église naissante, celle de Saint-Pierre, celle de Saint-Paul, doit faire face à des controverses, à des disputes. Dès les origines, on parle du concile de Jérusalem, le premier concile de l'histoire, qui régule les relations entre le judaïsme chrétien et le christianisme des païens. Est-ce que le concile n'est pas le premier lieu des débats au sein du christianisme ? Ah oui, on peut tout à fait dire ça. On pourrait peut-être même rappeler avant que si on se déplace, par exemple, entre la formule de l'évangile de Matthieu, je suis venu apporter le glaive, et la formule des Galates de Paul, ni juif ni grec, ni homme ni femme, on peut dire qu'entre ces deux pôles se développe le débat précisément. Ce débat qui porte le conflit et qui porte aussi la résolution du conflit. Le conflit étant consubstantiel à l'origine du christianisme lui-même, non seulement en fonction de des grandes formulations que je viens de vous rappeler, mais parce que le christianisme est d'entrée de jeu une sorte de conflit, un conflit des interprétations. Selon quelle inspiration est-ce que j'interprète la loi ?
Et cette inspiration, c'est une inspiration qui est riche de conflits, puisque au fond, l'esprit s'adresse à chacun avant de s'adresser à tous. Donc il y a une sorte de conflictualité qui est consubstantielle au conflit des interprétations, je dirais. Alors ce qui fait du concile un objet extrêmement important, et comme vous le disiez en introduction, effectivement, un objet dont on aurait bien tort de penser qu'il est le lieu de l'imposition de l'unanimité, c'est qu'en effet, le concile, c'est la gestation du consensus, la longue gestation du consensus. Il faut unanimité, effectivement. Au terme d'un concile, on n'adopte pas un dogme avec une majorité et une minorité. Mais cette unanimité, elle est le résultat d'une sorte de travail, qui est le travail de l'esprit. Ce que les conciliaires appellent le travail de l'esprit, ce n'est pas un esprit qui tombe d'en haut, c'est un esprit qui s'élève progressivement par résolution progressive du dissensus dans un consensus et qui finit finalement par l'unanimité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de dogme qui pourrait apparaître comme tout sauf précisément l'objet d'une discussion, au contraire, tous les conciles ont accouché de dogmes et aucun dogme ne s'est privé d'un concile, ne s'est passé d'un concile. À l'exception peut-être de l'Immaculée Conception, qui est le seul dogme dans l'histoire de l'Église qui ne passe pas par un concile. Mais est-ce que c'est un dogme qui est jamais réellement passé ? Je ne sais pas. Alors, Warren Peset, pourquoi réunit-on des conciles ? On voit précisément les conciles comme des moments d'unité, d'où vient le dogme, les pratiques, les consignes, etc. Mais au fond, comme l'a dit Pierre-Antoine Fabre, ce sont des lieux de débat, et notamment au Moyen-Âge, dont vous êtes un grand spécialiste. Alors, le concile est un lieu de débat, mais je dirais qu'il est encore plus que cela un lieu de résolution de conflits. Et je vais rebondir sur la question précédente que vous avez posée en enfonçant le clou, en disant que la polémique précède le concile et que le concile lui-même est une forme qui n'apparaît en réalité dans l'histoire de l'Église qu'au IIIe siècle. Les premiers conciles, c'est les conciles d'Afrique, ceux d'Agrippin, ceux de Cyprien de Carthage. On appelle l'Assemblée de Jérusalem de 52 un concile, mais c'est une rétroprojection, c'est une réunion entre apôtres, entre disciples, comme il y en a eu beaucoup d'autres, comme tous vos téléspectateurs peuvent s'en apercevoir en lisant Évangiles, Épîtres catholiques, Lettres de Saint Paul. On voit de la réunion, de la discussion, de la polémique partout dans le Nouveau Testament. Schleiermacher, au XIXe siècle, disait que le christianisme est durch und durch polémique, que son essence même, c'est la polémique, pour les raisons que Pierre-Antoine Fabre a énoncées tout à l'heure. Donc, il est vraiment consubstantiel au christianisme. Et le concile est le lieu où, justement, on essaye de résoudre cette tension polémique en essayant de susciter un rituel d'unanimité. Donc le concile est un débat, mais c'est un débat qui est en grande partie ritualisé et dont le but est de parvenir à une solution consensuelle, parce que dans les sociétés anciennes, le pouvoir procède par le consensus plus que par le dissensus, qui est plutôt caractéristique des sociétés démocratiques. Dans une démocratie, on ne cherche pas à réduire le dissensus, c'est par le dissensus qu'on parvient à la prise de décision. Dans une société ancienne, au contraire, le pouvoir, qui est plus fragile qu'on ne le pense souvent, cherche à susciter l'adhésion, le consensus et à créer une synergie autour d'une décision majoritaire qui va en fait étouffer les minorités. Et c'est à ça que sert le concile. C'est pour cette raison que le christianisme est une religion, alors pas seulement du livre, les évangiles, mais aussi du verbe, de la parole ? Oui, absolument. Alors vous vous en rendez bien compte à nouveau en lisant déjà les textes du Nouveau Testament, la polémique orale est omniprésente. Jésus n'a rien écrit. Et cette polémicité orale perdure pendant toute l'histoire de l'Église, en particulier pendant toute l'Antiquité, où elle traverse toutes les couches de la société. Et ça, c'est nouveau dans la société ancienne, dans laquelle le débat existait, bien sûr, mais c'était plutôt un débat qui était l'apanage d'une élite lettrée, réunis autour d'une éducation commune extrêmement raffinée, qu'on appelait la paideia, et autour de rituels de commensalité, de sociabilité, le banquet. Donc le banquet de Platon est bien sûr l'exemple parfait. Cette sociabilité dont le débat est pour ainsi dire le paradigme central, elle perdure jusqu'à la fin de l'Antiquité. Elle survit à la christianisation et elle finit de disparaître en réalité avec l'effondrement du système scolaire romain qui empêche à cette paideia, à cette éducation commune de se poursuivre. Donc c'est au 6e, 7e siècle que meurt cette
culture élitaire du débat. Le christianisme, en revanche, a beaucoup démocratisé le débat. Ça, c'est la thèse d'un historien qui s'appelle Richard Glimm, et qui affirme que le christianisme est allé chercher l'adhésion des masses, qui étaient vitalement intéressés aux questions doctrinales, parce que c'est par la foi qu'on se sauve. C'est par l'adhésion à une croyance que le chrétien se sauve. Et donc, les évêques, en prêchant, en catéchisant, une nouveauté dans ce monde méditerranéen, se sont adressés aux masses, les ont mobilisés, et ça a été un scandale pour les païens. Un des premiers grands débats, j'ai reçu Sébastien Morlet sur ce plateau, c'est les chrétiens et la culture aux belles lettres. Il montre bien qu'il y a ce débat de la relation entre le christianisme et l'hellénisme, le christianisme et le monde grec, notamment la philosophie, etc., qui a cette culture du débat aussi. Oui, et une culture du débat alors, qui peut-être nous conduirait peut-être au cœur de notre émission, qui concerne la question de la conversion dans son rapport à la dispute. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, toute dispute, toute organisation d'une dispute dans le monde chrétien entre des camps ou des personnages, ou des religieux de confessions différentes, a comme finalité ultime la conversion des uns à la foi des autres. Mais en réalité, cette conversion des uns à la foi des autres, elle passe par la confrontation, et cette confrontation, elle est souvent finalement l'essentiel par rapport à la conversion. D'ailleurs, dans le livre dont on va parler tout à l'heure, le mot le plus important, peut-être le « et », c'est-à-dire c'est les disputes et la conversion, parce que précisément, au fond, la place de la dispute dans la relation entre le christianisme et d'autres mondes culturels et religieux, dans cette relation, la confrontation, l'affirmation de soi, la construction de soi par rapport aux autres, d'une certaine manière, elle domine sur le principe même de la conversion. Il faut distinguer, Warren Peset, il faut distinguer ces moments de débat dans l'histoire de l'Église, des débats conciliaires, la polémique avant le concile, pendant le concile, et après le concile, parce qu'il peut y avoir toujours une discussion, une réception du concile. Il faut distinguer ces moments de débat de la dispute médiévale dans la sémantique. Absolument, c'est une très bonne idée de faire cette distinction sémantique, parce qu'on a un sujet en poupée russe avec différents types de débats et de polémiques qui s'emboîtent. Alors distinguons bien la disputatio avec laquelle vous avez commencé cette émission, c'est-à-dire un exercice scolaire et bientôt universitaire qui se formalise au XIIe siècle, mais qui a une préhistoire sur laquelle on reviendra peut-être, une préhistoire vraiment ancienne qui date de l'Antiquité tardive et qui est un exercice relativement ouvert. Les universitaires et les écoliers qui, au XIIe ou au XIIIe siècle, mènent ces disputations ou ces questions, n'exigent aucunement la conversion de leurs partenaires et de leurs opposants de débat. Il s'agit avant tout d'un exercice intellectuel qui porte, pour ainsi dire, sur les franges intellectuelles du dogme, à des zones d'indétermination sur lesquelles l'Église ne se prononce pas, ou en tout cas pas encore. De cela, il faut bien distinguer le débat, et en particulier le débat d'homme à homme, le débat direct, qui porte un autre nom en latin, qui s'appelle altercatio. Donc c'est plus disputatio, et qui est par excellence le débat de l'hétérodoxe et de l'orthodoxe, donc de l'hérétique et du père de l'Église, tels qu'ils sont ensuite sténographiés ou mis par écrit. Et enfin, plus largement, vous avez la polémicité diffuse, c'est-à-dire les discussions sur les sujets dogmatiques, qui sont, pour ainsi dire, de tout temps, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, parce que ce sont des questions qui sont vitales pour le salut du chrétien, même le chrétien non cultivé, même le chrétien illettré. Donc, débat, oui, je vous en prie, Pierre-Antoine. Oui, on pourrait dire par rapport à cette idée d'exercice, qui est en effet tout à fait juste, mais ce sont des exercices qui peuvent produire des effets, et des effets parfois inattendus. Et par exemple, peut-être pour évoquer un personnage que les téléspectateurs connaissent certainement d'une manière ou d'une autre, le cas d'un jésuite du XVIe siècle qui s'appelait Cristóbal Ferreira, et qui a inspiré un grand écrivain japonais, puis plusieurs films, dont un film de Martin Scorsese dans une période récente qui s'appelait Silence. Le Silence, oui. Que je pense dont tout le monde a entendu parler. Cristóbal Ferreira, il fait ses études au collège d'Évora, il s'exerce à la disputatio, justement, exercice intellectuel, et dans ces exercices, il apprend à tenir le rôle de celui qui réfute le christianisme. Pur exercice intellectuel, sauf que lorsqu'il est missionnaire au Japon et qu'il est arrêté
est torturé au Japon, il apostasie, et il apostasie en développant un discours antichrétien qui est la conséquence directe de ce à quoi il s'est mis des années à s'exercer au collège de Coimbra. Donc on voit que c'est des exercices, mais les murs de ces collèges ne sont jamais opaques. Hein. Il y a des effets de l'exercice dans la vie réelle. Oui, il y a circulation entre les trois domaines que j'ai voulu cerner. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Antoine. Donc, débat, controverse, dispute, polémique, on voit une véritable richesse intellectuelle. Je ne vais pas dire que rien n'est fixe, parce que le dogme, par essence, est fixe, mais il y a cette richesse. Oui, mais on pourrait dire aussi que le concile, les conciles qui, d'une certaine manière, depuis l'Antiquité chrétienne jusqu'à Vatican II, répondent au même principe du travail de l'Esprit Saint, du travail d'une communauté par l'Esprit Saint pour la conquête du consensus. Mais en réalité, un concile ne met jamais non plus totalement fin au débat. Pour reprendre le cas du dogme de l'Immaculée Conception, il y a consensus, à la suite d'une lettre de Pie IX en 1853 à l'ensemble ou une très grande quantité des évêques chrétiens du monde entier. Le dogme est accepté, mais ce dogme qui avait mis 17 siècles à s'accepter, puisqu'on commençait à évoquer le principe d'une Immaculée Conception de Marie dès les premiers siècles, et finalement le dogme n'est décidé qu'en 1854, mais il sera toujours finalement encore contesté. Et la meilleure preuve en est le fait que finalement, entre l'Immaculée Conception de Marie et l'incarnation du Fils de Dieu, si l'on interroge le passant dans la rue, 2 fois sur 3, il confondra les deux. Et pourquoi est-ce qu'il confondra les deux? Parce qu'au fond, l'Église elle-même n'a jamais vraiment accepté, dans sa totalité, ce dogme qui mettait en péril la centralité de l'incarnation, d'autre part, et qui mettait en péril aussi la maternité de Marie comme seule condition du salut de la femme. Vous voyez, des grandes questions. Alors, quand est-ce qu'apparaissent les premières disputes dans l'histoire? Là, on parle de la dispute en elle-même et non plus des débats conciliaires ou bien de la polémique avant un concile. Alors là, nous parlons effectivement de l'exercice scolaire. Dès la fin de l'Antiquité, apparaissent au sein de l'édifice des autorités chrétiennes, c'est-à-dire les pères de l'Église ou bien des citations de l'Écriture, des contradictions. Et à ce sujet, les pères de l'Église sont parfois consultés, c'est ce qu'on appelle une quaestio. Vous sollicitez Saint Augustin, par exemple, pour lui demander de résoudre une difficulté. Et Saint Augustin répond à la quaestio en confrontant ces autorités contradictoires et en proposant une solution. Dès la fin de l'Antiquité, des recueils de ces questions sont déjà rassemblés, les questions et réponses, questiones et responsiones, qui circulent pendant tout le Moyen-Âge. Et dès le 7e siècle, en Espagne visigothique, vous avez un auteur, Julien de Tolède, qui propose un recueil de ces contradictions qui s'appelle le Liber Antiquimène et qui, à bien des égards, ressemble aussi qu'Etnon d'Abélard. Vous avez un recueil des contradictions de l'Écriture et des contradictions entre pères de l'Église sur des problèmes spécifiques. Ce qui montre que dès les écoles de l'Antiquité tardive, dès les écoles du début du Moyen-Âge, des écoles monastiques ou des écoles cathédrales, vous avez un enseignement de la détermination et de la résolution des autorités contradictoires. Alors, on ignore comment ça se passe concrètement parce qu'on manque de sources, mais ces recueils témoignent du fait que c'était déjà des exercices formalisés. D'autre part, pardonnez-moi si ça prend 1 ou 2 minutes à expliquer, d'autre part, comment se déroule l'enseignement dans les écoles à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge? Vous avez une continuité complète. De la même manière que dans les écoles de l'Antiquité tardive, on commente ligne à ligne, de manière linéaire, un texte qui fait autorité. Virgile, par exemple. Et bien de la même manière, les pères de l'Église et les maîtres d'école commentent le texte de l'Écriture, ligne à ligne, verset à verset, et s'arrêtent devant les difficultés. Donc ce commentaire, c'est ce qu'on appelle la lectio, ce qui a donné leçon en français. Et dès que vous rencontrez un problème, ça ouvre à l'intérieur de l'espace du cours un problème, ce qu'on appellerait en grec un problème, et ce qu'en latin on appelle une quaestio. Par exemple, pourquoi dans l'évangile de Marc est-il dit que nul ne sait l'heure, nul ne sait le lieu, ni les anges, ni même le Fils, alors que dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas écrit ni même le Fils,
Il y a simplement marqué « même les anges ne le savent pas ». Pourquoi dans un évangile, le Fils sait l'heure et le lieu, et dans un autre, il ne le sait pas. Bon. Voilà le genre de contradiction que le maître d'école devait entraîner ses élèves à résoudre. Donc, on voit dans l'exégèse des maîtres d'Auxerre au IXe siècle et des maîtres de Laon à la fin du XIe, au début du XIIe siècle, que l'exégèse, donc, que le commentaire de l'écriture est jalonné par ces questions, ces questionnes. On s'arrête sur un verset, on cherche à résoudre une difficulté. Et ce qui se produit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, au début du XIIe siècle, c'est que ces questionnes deviennent des exercices à part entière. Ils s'autonomisent de la lectio. Donc on consacre en fait un cours ou un espace scolaire à résoudre des difficultés. C'est une... Oui, ce qui est important dans ce que dit Varenne-Peset, c'est qu'il y a une grande cumulativité en réalité dans ces disputes, hein, dans le genre de la dispute et dans une très longue période. Et il y a un rapport entre la cumulativité, ce qu'on pourrait appeler la mémoire, ce qu'on pourrait appeler donc l'usage d'une rhétorique, une rhétorique qui va de lieux communs dans le sens ancien et noble du mot, hein, de lieux communs et partagés, et qui, à partir de cette mémoire des lieux communs, qui en quelque sorte conduit et reconduit ce patrimoine hérité, cette tradition. Et qui est une tradition, on est aussi en même temps dans ce qu'on appellerait de l'improvisation. C'est-à-dire que la mémoire des lieux communs rend possible d'une certaine façon l'improvisation qui sera ce qu'apportera chaque dispute dans son originalité et dans son oralité aussi, puisqu'une dispute a toujours lieu entre deux livres finalement. Le livre des questionnes mémorisés qui la précède, et puis le livre qui en rendra compte. Mais ce rapport entre la règle et l'improvisation, entre la mémoire et l'actualité, fait toute l'histoire, tout à la fois indéfiniment répétitive et perpétuellement changeante, hein, qui fait le charme de ces ouvrages et de cette tradition. Alors vous parlez... Oui. Je rebondis peut-être rapidement sur cette idée parce que je la trouve très importante, l'idée du caractère cumulatif. Parce que c'est tout de même l'une des plus grandes énigmes de l'histoire intellectuelle occidentale. Pourquoi est née l'université en Occident ? D'où sont nées toutes ces écoles, ce que Jacques Verger appelle la révolution scolaire du XIIe siècle. Pourquoi ? Nous avons reçu ici sur ce plateau. Une très bonne adresse. Des réponses ont été proposées. Vos auditeurs connaissent peut-être le livre de Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen-Âge. Et lui, il estime que c'est le fait urbain qui provoque le débat. Une vision un peu germano-pratine, peut-être, de la culture de la discussion, de la culture du débat. Mais moi, je crois plutôt à l'effet de l'augmentation incrémentielle, à l'idée du progrès cumulatif. À la fin du XIe siècle, au moment où naît cet exercice de la disputatio, on est clairement à un point de rupture quantitative, puisque ça fait plus de 2 siècles que s'est produite la réforme carolingienne. Les bibliothèques sont saturées d'ouvrages. Tous les ouvrages qu'on a commencé à copier au IXe siècle, Boès par exemple, sont dans toutes les bibliothèques à la fin du XIe siècle. Et par conséquent, les contradictions sont là. Et les outils pour les résoudre aussi. Et c'est ça qui rend possible, un peu partout dans le bassin parisien, qui est l'ancien foyer de la Renaissance carolingienne, c'est ça qui rend possible l'autonomisation du champ scolaire et de ces exercices comme la disputatio. Donc ce sont les bibliothèques et cette disputatio qui sont à l'origine, au fond, de l'université ? Enfin, en tout cas, ce sont 2 phénomènes qui vont complètement l'un avec l'autre. Vous avez d'un même mouvement la création d'exercices formalisés, qui ne sont pas formalisés 2 ou 3 siècles plus tôt, parce que vous n'avez pas de règlement ou de statut universitaire. Vous avez des traditions locales, mais qui dépendent énormément de la personnalité du maître. À partir du XIIe siècle, vous voyez quand même apparaître déjà l'office de l'écolâtre. C'est ce qu'a bien montré Thierry Quamé récemment. Donc quelqu'un qui est payé pour son travail par une prébende, qui porte un titre particulier, qui est nommé d'après des dispositifs spécifiques. Et donc l'école se formalise, et c'est de cette formalisation de l'école que naît ensuite l'université 50 à 100 ans plus tard, autour de 1200. L'université dans son universalité de principe. Et c'est là le mot important là aussi, c'était la localité, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de traditions sont locales, et ces traditions locales qui correspondent aussi à des pratiques locales, à des pratiques vivantes dans un lieu spécifique, progressivement, elles se diffractent d'une certaine façon, hein, par cercles concentriques progressifs, et c'est cette diffraction qui produit l'université, comme articulation de ces lieux, de ces traditions locales. Alors, venons-en, rentrons dans la dispute. Comment naît une dispute ? Qui
en sont les mandataires? Est-ce qu'il y a des mandataires d'une dispute, une forme de théâtralité qui se met en place? C'est une question difficile. Je dirais que peut-être la manière la plus... Puis mon camarade pourra dire le contraire, mais il me semble que qui est le mandataire? En dernière instance, il y a toujours du politique dans le mandataire, dans la mesure où, en particulier pour les disputes religieuses, c'est d'une certaine façon celui qui n'est ni d'un parti ni d'un autre, celui qui tente de se placer au centre en tant que politique, en tant que monarque ou en tant que prince, c'est lui qui va tenter d'avoir l'avantage politique d'arbitrer une controverse religieuse. Donc on a toujours, c'est le cas par exemple de Catherine de Médicis dans les grandes conférences des années 1560 en France, avant la fin du Concile de Trente, c'est un cas typique, où le politique, en quelque sorte, prend sa place dans l'arbitrage des conflits religieux. Donc on peut dire qu'il y a toujours du politique par là-dessous. Quel est le degré d'explicitation de cette fonction politique? Là, c'est toute une difficulté archivistique et littéraire d'identifier cette source. Mais on peut dire que le politique et le religieux sont à l'œuvre dans toute disputation d'importance qui habite l'espace public. C'est-à-dire, mais les deux exercices ne sont nullement contradictoires, mais là, Warren Peset évoquait essentiellement des disputes à l'intérieur même du cercle de l'université. La dispute telle qu'on l'entend en général dans ses antécédents et dans ses conséquences politiques, c'est une dispute publique. Une dispute qui sort de l'université, une dispute qui s'expose en quelque sorte en dehors des cadres de l'université et qui, pour cette raison même, parce qu'elle tombe dans l'espace public, tombe aussi dans le lieu du politique. C'est une forme de média aussi. On pourrait dire en tous les cas que le prince est le médiateur de ces controverses. Warren Peset. Oui, tout à fait. J'ajoute un peu d'antériorité chronologique pour confirmer ce que dit Pierre-Antoine Fabre. Alors déjà, on parle bien de la dispute dans un sens plus général que l'exercice scolaire. Ici, on parle vraiment du débat agonistique, visant à convertir, visant à résoudre un conflit. On parle de sociétés dans lesquelles le religieux et le politique ne sont guère distincts, dans lesquelles peut-être il s'agit de sphères de responsabilité, mais qui participent d'une même société. Et les grands conciles de l'Antiquité, au IVe siècle, au Ve siècle, puis les conciles médiévaux, au moins jusqu'au XIe siècle, sont des conciles qui sont réunis sur ordre du prince. Ce sont les empereurs romains qui convoquent tous les grands conciles des IVe, Ve siècles, Nicée, Constantinople, Chalcédoine. Ce ne sont pas des conciles, comme pourrait le penser un auditeur qui a l'habitude de l'Église grégorienne, ce ne sont pas des conciles convoqués par le pape ou qui seraient convoqués de manière autonome, ce sont des conciles réunis par l'empereur pour régler un conflit. Au IVe siècle, c'est pour régler la crise arienne, c'est à ça que sert Nicée, c'est à ça que sert Constantinople. Et puis au Ve siècle, c'est pour régler les crises nestoriennes ou monophysites. Et pendant le Moyen-Âge, ça reste le cas jusqu'au moment de prise en main de la chrétienté, qui est la prise en main grégorienne. Ce qui veut dire que la dispute, qu'elle ait lieu dans un concile ou pas d'ailleurs, elle est publique d'abord non pas parce qu'elle a un public, elle est publique parce qu'elle est politique. J'abonde complètement dans le sens de Pierre-Antoine Fabre. Beaucoup de débats sont organisés dans le cadre de ces conflits d'églises, puisque les églises sont très plurielles au IVe, Ve siècle encore. Il y a un saucissonnage, cette diversité se réduit au fur et à mesure que la répression élimine des églises concurrentes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la grande Église. Mais ces conflits sont réglés, pour certains d'entre eux, par des débats publics organisés par le prince. Un exemple, c'est la grande controverse publique, la conférence de Carthage de 411, qui est ordonnée par l'empereur Honorius et qui est présidée par le comte Marcellin, donc le comte, le représentant officiel, un laïc de l'empereur, et qui est l'arbitre, qui décide qui a gagné, qui a perdu. Même chose, quelques décennies plus tard, vous avez la grande conférence de Carthage qui est convoquée par le roi vandale Hunéric, dans le but de savoir qui des ariens, du clergé arien ou du clergé catholique, a raison et a tort. Et ce sont des controverses qui n'ont guère de public dans le sens de foule. Si vous prenez simplement les évêques présents, ça fait déjà des centaines de personnes. La querelle de Carthage de 411, c'est à peu près 280 catholiques, 280
donatistes, ce n'est pas des ariens, c'est des donatistes. Donc ça fait déjà 500 évêques, ça suffit à faire un public. Bon. Les donatistes, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas... Et pour le dire en un mot très rapidement, c'est le clergé qui avait refusé de se réconcilier avec les lapsi, donc avec ceux qui avaient abandonné l'Église pendant la grande persécution de Dioclétien au début du IVe siècle. Donc c'est une Église des purs, si vous voulez. Une Église qui refuse de réadmettre dans ses rangs ceux qui ont eu un moment de faiblesse pendant la persécution. Oui, on pourrait dire que l'un des enjeux de cette publicité des disputes, en particulier lorsque la conversion en est le principe, disons, la finalité ou l'horizon, c'est précisément le fait que dans la mesure où très souvent ces disputes, comme c'est le cas dans le Moyen-Âge espagnol par exemple, très souvent ces disputes entre juifs et chrétiens en particulier, ces disputes n'ont pas en réalité comme finalité immédiate la conversion, puisqu'une conversion, et les chrétiens sont bien placés pour le savoir après Saint-Augustin, la conversion, ça prend un temps fou. Donc même s'il y a un instant de grâce, mais enfin, le processus prend un temps fou. Donc on ne se convertit pas pendant un débat. On ne se convertit pas pendant un débat. Donc la conversion n'est pas... La finalité immédiate, c'est moins la conversion de l'adversaire que... comme je le disais à l'instant, la confrontation avec l'adversaire. Et cette confrontation, elle fait que les témoins, le public, fût-il nombreux ou peu nombreux, est essentiel. Parce que finalement, cette confrontation, cette construction de chacun des adversaires, l'un en face de l'autre et l'un par rapport à l'autre, elle a comme témoin le public. Donc c'est un débat à 4 termes, en fait. Il y a ceux qui s'affrontent, il y a le prince qui organisent leur confrontation, et il y a le public, des témoins, qui d'une certaine façon sont les véritables destinataires de cette dispute. Ajout à ces dimensions que Pierre-Antoine Favre vient de mettre en évidence, c'est l'écrit, puisque ces controverses sont des controverses orales, mais dans l'Antiquité en tout cas, et puis on a quelques exemples au Moyen-Âge aussi, elles sont sténographiées. Donc vous avez des notaires qui sont habitués, puisque vous avez une culture de la sténographie qui est très présente dans l'Antiquité, et qui notent à la volée ce que les protagonistes sont en train de se dire, pour en dresser un compte-rendu qui va circuler, qui va garder la mémoire de qui a gagné et de qui a perdu. Donc Saint-Augustin, par exemple, demandait toujours à ses adversaires de débattre à l'oral, parce qu'il savait qu'il était très fort en controverse à l'oral, mais il tenait absolument à ce qu'il y ait des sténographes pour pouvoir dire ensuite, en exhibant le papier, qui a gagné, qui a perdu. Et c'est ensuite la circulation de ce papier-là qui va créer la publicité autour du débat. Donc le débat oral, oui, c'est l'événement, mais ensuite la circulation, la diffusion, elle se fait par un autre média, parce que vous parliez du média tout à l'heure, et ce média, c'est l'écrit. Qui sont les acteurs de la dispute? Là, vous évoquez Saint-Augustin, alors tout le monde connaît Saint-Augustin, mais est-ce que vous avez, avec le temps, des sortes de professionnels de la dispute dont c'est le talent, la spécialité, que de se confronter en vue précisément de la conversion de l'autre? Pierre-Antoine Favre pourra certainement parler de champions de l'époque moderne, parce qu'il y en a. Bon, en tout cas, Saint-Augustin en est un pour... il y a des bons et des mauvais débatteurs, et chaque camp est prié de se choisir des champions. Évidemment, il n'y a pas 280... C'est chaque camp qui choisit. Oui, vous n'avez pas 280 catholiques qui débattent contre, ou nicéens qui débattent contre 280 donatistes. Chacun des deux camps a choisi un certain nombre de champions. 7 de chaque côté, si ma mémoire est bonne. Donc ce n'est pas un champion de chaque côté, c'est une équipe. Une équipe qui a le champion qui prend la parole, qui est lui-même assisté par quelqu'un qui va sélectionner des citations, qui va sélectionner du matériel pour lui, un peu comme un coach, si vous voulez. Donc c'est un travail d'équipe, ce n'est pas des champions individuels, c'est plus des écuries. Tiens, Antoine Favre. On pourrait dire que c'est l'un des enjeux du livre que j'ai coordonné avec Jérémy Foa, c'était l'un des enjeux quasiment épistémologiques, c'était le fait que puisqu'il y a une trace écrite, et que cette trace écrite est absolument essentielle, puisque ces disputes font partie intégrante de l'œuvre des disputateurs, que ce soit Augustin ou d'autres, la question finalement, elle était d'arriver à replacer le véritable événement. Parce que l'événement, il est recouvert ensuite sous la strate de plus en plus épaisse des écrits qui rendent compte de cet événement. Et pourtant, il y a des événements qui sont préparés par des écrits, parce que tout disputeur est fort d'un ensemble de textes, que ce soit les questionnesses qu'on évoquait tout à l'heure ou d'autres traités. Donc il y a des écrits au départ, il y a des écrits à la fin.
Mais au milieu, il se passe en effet quelque chose. Et il se passe quelque chose qui est fondamental parce que c'est parce qu'il se passe quelque chose qu'effectivement, il y a une cumulativité et que quelque chose avance dans chaque débat. Il y a des lieux spécifiques pour organiser une dispute? Est-ce qu'on cherche une forme de terrain neutre ou bien on joue, comme on dit, à domicile? Alors, ça dépend entièrement de la manière dont le débat est organisé. Vous avez des débats biaisés. Vous voyez, je pense spontanément à un débat que vos téléspectateurs ne connaîtront sans doute pas, mais un débat organisé par Charlemagne entre son camp, représenté par le théologien du palais, Alcuin, Alcuin d'York. le grand Alcuin d'York, exactement, et le chef de file des adoptionnistes espagnols, qui est l'évêque Félix d'Urgell, en Catalogne actuelle. Bon. Le débat se passe à Aix-la-Chapelle, à la cour de Charlemagne. Le terrain n'est pas neutre. Et donc, Félix peut s'époumoner pendant une semaine. Le débat est censé avoir duré une semaine, donc vous imaginez la fatigue. À la fin, il n'a aucune chance de gagner parce qu'il n'a tout simplement personne autour de lui pour dire qu'il a gagné. Non. Mais dans les débats de l'Antiquité, le terrain est souvent plus neutre. Ça peut être les thermes, par exemple, qui sont le lieu public. Les thermes? Absolument, les thermes. Ou bien la cathédrale, ce qu'on appelle nous la cathédrale. À l'époque, on appelle ça la basilique ou la domus. Bon. La conférence de Carthage est réunie dans ce qu'on pourrait appeler la cathédrale, dans la basilique de Carthage. Mais la conférence de 411 a lieu dans les thermes. Est-ce que... Oui, Pierre-Antoine Fabre. Oui, cette question des lieux est vraiment importante parce que Varenne Peuzet, à l'instant, évoquait les grands champions de la controverse à l'époque moderne. Le fait est qu'un grand champion comme le cardinal Bellarmino, par exemple, qui a développé des controverses sur des milliers de pages, il serait extrêmement difficile d'identifier un lieu concret au sein duquel Bellarmino est disputationné avec les protestants. Parce que d'une certaine façon, on est au-delà. On est au-delà de ce lieu commun, alors là, non pas dans le sens rhétorique, mais le lieu physique, tout simplement, très, très concrètement, le lieu qui peut être partagé par des antagonistes. On arrive à un certain moment, et là il y a une historicisation qui est importante, après la fin du Concile de Trente, auquel les protestants ne participeront pas, contrairement à ce qu'avait été l'espoir du réformisme catholique pendant les décennies antérieures, et peut-être aussi d'une partie des réformés. Au-delà de la fin du Concile de Trente, il n'y a plus de lieu commun en réalité. Donc les controversistes sont des controversistes de l'écrit. Et donc on bascule du côté de... C'est pour ça que le fait de travailler sur une longue durée là, est extrêmement intéressant, parce qu'on voit le moment dans lequel il y a ce lieu concret, ce lieu tout simplement où les gens cohabitent, cohabitent avec toutes leurs habitudes, mais différentes, mais cohabitent, et on passe ensuite dans un monde dans lequel ce lieu n'existe plus. On est encore dans le monde commun, dans le monde de la controverse, dans les controverses animées, inspirées par Catherine de Médicis que j'évoquais tout à l'heure. Là, on a des lieux communs à Saint-Germain, à Poissy. On a des lieux véritablement dans les faubourgs de Paris. Ensuite, c'est fini. Est-ce qu'il y a des us et coutumes dans la disputatio? Est-ce qu'il y a des règles? Voilà, en boxe, on dit il n'y a pas de coup bas. Est-ce qu'il y a des règles bien précises dans la dispute, dans la répartition du temps de parole, dans le respect de l'adversaire? C'est à ça que sert l'arbitre. Parce qu'il y a il y a un arbitre. Ah, absolument. L'arbitre peut appartenir à l'un des deux camps, d'ailleurs, vous voyez. Prenez par exemple le colloque de Pamiers de 1207 qui oppose ce qu'on pourrait appeler les catholiques d'un côté et ceux qu'on appellerait, en commettant une erreur, les cathares, donc en fait les albigeois, les déviants religieux du sud de la France. Bien, celui qui est choisi comme arbitre, qui s'appelle Arnaud, appartient plutôt à la mouvance dite déviante, à la mouvance albigeoise. De la même manière, au colloque de 484, la conférence de Carthage de 484, l'arbitre choisi est le chef du camp arien, c'est le patriarche arien Cyrilla. Donc oui, il y a un arbitre et il y a aussi un consensus sur les règles du jeu qui, à mon avis, va être remis en cause à partir de l'époque de la Renaissance, parce que les catholiques et les protestants ne s'entendent plus sur les textes qui font autorité. Mais c'est précisément ça qui est intéressant avec la dispute, c'est qu'il faut trouver des dispositifs intellectuels
intellectuel commun aux deux parties. Et ça, il faut trouver donc des autorités sur lesquelles les deux parties s'entendent. Et ça, vous voyez dans certaines disputes, certains catholiques renoncer à certaines autorités pour ainsi dire, faire un pas en direction de l'adversaire pour être sûr de le convaincre. Par exemple, pendant les querelles carolingiennes, pour reprendre l'exemple de l'adoptionnisme que je donnais tout à l'heure, Alcuin s'appuie sur des auteurs espagnols pour convaincre les Espagnols. Il faut s'entendre sur les textes qui font autorité. C'est ça le point clé. Et c'est le point clé, finalement, qu'on évoquait au tout début en parlant du conflit aux origines du christianisme, parce qu'il y a un texte qui fait autorité pour tous, mais dont on peut différer quant à l'interprétation qu'on en donne, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dont on peut avoir différentes lectures. Mais c'est un texte qui fait autorité commune. À partir d'un certain moment, à partir du grand schisme de la Réforme, il n'y a plus d'autorité qui fasse commune, qui fasse que la controverse peut avoir lieu. Parce que la controverse, elle conserve l'horizon que quelque chose comme des malentendus liés à des interprétations différentes peuvent être résolus par le débat. Il n'y a plus le commun, la tradition dont que l'on évoquait tout à l'heure. Verlaine Peuzet. Oui, je rebondis parce que je pense qu'on touche un point qui est très important. C'est le rôle de la polémique religieuse dans le développement de l'Église, le développement dans un sens très neutre, bien entendu. C'est que la polémique, le conflit, la conflictualité interne pousse l'Église, ou pousse les Églises, à se réformer, à se développer, à s'institutionnaliser, à développer des dispositifs de résolution du conflit, mais aussi de répression. Et ça, vous le voyez à l'œuvre, pour donner à nouveau un exemple précis, au XIIe, XIIIe siècle, au moment où une véritable flambée de polémiques religieuses s'empare de l'Occident, en partie à cause de la révolution scolaire dont on parlait tout à l'heure, et de l'alphabétisation et de l'essor économique et social des laïcs, qui réclament plus de part dans le gouvernement de l'Église, plus d'autonomie. Là, vous voyez l'Église mettre en place des dispositifs de répression, on pourrait dire d'encadrement musclé du débat, qui contribuent à son institutionnalisation et à sa prise de pouvoir sur le reste de la société. Le plus connu, bien sûr, c'est la naissance des tribunaux d'inquisition. Mais il y a toute une gamme de moyens qui sont inventés, comme par exemple le fait de faire passer l'hérétique sous le crime de lèse-majesté, qui permet donc de le soumettre à la question, donc de le soumettre à la torture, qui permet de le traiter comme un criminel d'État. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle du conflit dans la création de nouvelles normes et dans la création de nouvelles institutions au sein de l'Église. Qui assiste à la dispute? Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'être en public, la nécessité aussi que tout le monde, parce que le christianisme s'adresse à tous. Et alors, il y a ce terme de démocratisation, mais qui est un terme un peu piège. Qui assiste à une telle dispute? Est-ce que tout à chacun peut... on imagine que dans le milieu universitaire, c'est beaucoup plus facile, mais... chez les Carolingiens, sont avant tout les nobles et lettrés, on imagine? Alors, question absolument capitale, parce que c'est vrai que le problème dont on s'occupe est complexe et qu'il résiste aux solutions simples. On ne peut parler de démocratisation que dans une certaine mesure, celle où les masses sont touchées par la polémique, où les évêques s'adressent à ces masses pour les mobiliser, et où émane d'elle un bruit de fond de controverses sourdes, et puis de la violence de masse, comme des émeutes, par exemple, des temples détruits, etc. Cependant, ce qui traverse l'histoire de la polémique chrétienne, c'est plutôt un mouvement de confiscation du débat par la hiérarchie. Pour revenir peut-être à des thématiques actuelles, je ne sais pas. Dès le IIe siècle, vous voyez l'Église se structurer, se hiérarchiser et s'institutionnaliser sous la forme de ce que les historiens appellent le monoépiscopat. Les différentes communautés en viennent à être dirigées par un personnage unique, l'évêque, qui se revendique de la tradition et de la succession apostolique. Et il veut garder pour lui le monopole de la doctrine, être celui qui prêche, et donc tenir à l'écart du débat doctrinal les masses, les ouailles, qui sont rejetées dans une sphère qui est la sphère de la simplicité évangélique, celle à laquelle est promise le paradis, donc c'est plutôt valorisant, mais en échange de l'abandon de son autonomie intellectuelle. Donc les masses sont priées d'abandonner leurs prétentions intellectuelles et donc leur autonomie en matière de débat,
et de l'abandonner à la hiérarchie, donc à leur évêque, pour pouvoir accéder facilement au paradis. Ça, on se situe dans le mouvement de la réforme grégorienne? Ça, c'est un mouvement qui traverse l'histoire entière de l'Église catholique, celle qui est la plus hiérarchisée, dès le IIe siècle. C'est-à-dire que si vous lisez Irénée de Lyon, par exemple, fin du IIe siècle, vous retrouvez déjà tous les éléments de cette dialectique des doctes d'un côté, ceux qui sont capables de disputer, ceux qui sont capables de débattre, non seulement parce qu'ils sont cultivés, mais parce qu'ils sont les successeurs des apôtres. Ils sont les dépositaires de la doctrine. Ils peuvent se revendiquer, comme Irénée lui-même, se revendiquer de Polycarpe et par Polycarpe de Saint Jean. Ils peuvent se revendiquer de la succession apostolique, donc du dépôt de la tradition. Vous voyez la lettre à Timothée, Timothée depositum fidei custodi, garde le dépôt de la foi. Donc les évêques sont ceux qui doivent garder le dépôt de la foi. Ils le gardent pour eux. C'est-à-dire que la doctrine est leur monopole et c'est à eux de la prêcher aux laïcs sous la forme de la catéchèse. Mais ça ne veut pas dire, parce que j'ai reçu Michel Zinc sur ce plateau, ça ne veut pas dire que l'Église ne doit pas s'ouvrir, en tous les cas que la hiérarchie ne doit pas s'ouvrir, elle doit transmettre, elle doit développer un langage simple. Elle doit transmettre, mais sous la forme du sermon ou de la catéchèse, qui est une modalité médiatique assez verticale. En revanche, l'autonomie des laïcs, l'autonomie de la base, celle-ci pose un véritable problème. Et dès le IIe siècle, cette autonomie leur est plutôt niée. Pierre-Antoine Fabre, il nous reste 6 minutes. Oui, alors très rapidement, par rapport à cette notion d'un dépôt de la foi, parce que je pense qu'il faut que les téléspectateurs comprennent bien, c'est que ce qui fait que notre débat là porte sur des questions difficiles, c'est qu'elle porte sur le fait que comment comprendre la rupture du consensus possible, la rupture du lieu commun, la rupture de la controverse dans son sens ancien, alors qu'on pourrait très bien dire, et là je m'autocritique dans ce que je disais à l'instant, on pourrait très bien dire, après tout, les protestants et les catholiques conservent un texte de référence commun, d'eux-mêmes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quelle est la différence qui fait qu'on ne s'entend plus? C'est celle du dépôt, précisément. C'est-à-dire que du côté de l'Église catholique, le dépôt de la tradition, la manière dont cumulativement le travail sur les textes depuis le christianisme ancien se fait, est d'une certaine façon la clé, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence constante de l'écriture et de la tradition, et la rupture protestante se fait sur le retour à l'écriture, la sola scriptura. C'est là. Donc, en fait, la rupture, elle se fait concernant le rapport qu'on entretient avec la tradition, alors même qu'en droit, on conserve des textes communs. Mais simplement, la tradition fait rupture, d'une certaine façon. Le principe de la tradition fait rupture. Alors, peut-être une dernière question, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'on croit vraiment que l'on va convertir l'adversaire? Est-ce qu'on dispute, au fond, pour disputer et affirmer son point de vue sans trop d'illusions sur non pas sur sa capacité de raisonnement, mais sur sa capacité à se dire, bon, celui qui est en face, eh bien, va baisser les armes et dire, voilà, j'ai été vaincu. Alors bien sûr que non, c'est-à-dire qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il est bien rare que ça arrive, mais que la dispute convertisse l'adversaire. Vous avez là différents scénarios à envisager. Vous avez les disputes dont la destination est ad intra, il s'agit de renforcer la cohésion de son propre camp. Vous avez des disputes dont le but est de trouver la voie moyenne, ce qui arrive aussi à partir du XVIe siècle, mais c'est déjà le cas au VIe siècle, par exemple, dans les royaumes barbares, où vous avez les catholiques d'un côté, ou en tout cas les nicéens et les ariens de l'autre. Certains rois barbares essaient de trouver une voie moyenne par la discussion. C'est le cas de Léovigilde en Espagne, c'est le cas de Gondebaud chez les Burgondes. Donc vous avez aussi la dispute qui sert à essayer de trouver un terrain d'entente moyen. Ça ne marche pas. Et une des meilleures preuves que vous avez raison et que la dispute ne convertit pas, c'est que bien souvent, après avoir constaté que la parole n'a pas suffi à convaincre l'adversaire, c'est autre chose qui va réussir à mettre en évidence qui a gagné ou qui a perdu, et c'est le miracle. Et vous retrouvez beaucoup de controverses qui se règlent par une intervention divine. L'adversaire tombe malade, par exemple, et il meurt miraculeusement. Ou bien on compare, comme le fait Récarède en 587, les miracles respectifs de l'Église catholique et de l'Église arienne. Et c'est l'Église qui a le plus de miracles qui l'emporte. On évoquait en préparant l'émission la très célèbre controverse de Valladolid. Oui. Cette controverse de Valladolid, on peut dire que, au principe, au départ, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut convertir les Indiens, lorsque cette controverse se développe en Espagne en 1550. On est parfaitement d'accord là-dessus. Mais on ne sera jamais d'accord
Et de fait, on n'est jamais d'accord sur la manière de le convertir. Est-ce que l'Indien doit être converti par la force? Est-ce qu'il doit être converti par la persuasion? Et là, c'est le statut de la violence coloniale qui est en jeu. Et donc, on passe du religieux au politique. Donc, on peut dire, d'un point de vue religieux, tout le monde est d'accord avec Yael Delide sur le fait qu'il faut convertir les Indiens. Sur le terrain politique, personne n'est d'accord sur les modalités de cette conversion. Et c'est donc un tout petit peu, pour ça que c'est une conversion emblématique, parce que c'est une conversion qui marque les limites, finalement, de la possibilité du développement de l'entente. Un dernier mot? Ah non, je suis à nouveau parfaitement d'accord sur le fait que le grand paradoxe de la dispute, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle est censée manifester la vérité, mais bien souvent elle y échoue. Eh bien, merci à tous les deux pour ce merveilleux débat qui était une petite disputatio. Les Jésuites, histoire et dictionnaire dans la collection bouquins. Nous avons enregistré ensemble une émission. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous rendre sur ktotv.com afin d'écouter cette émission. Être le numéro 2, Warren Peset, donc aux presses. Avec Pierre-Emmanuel Guigaud, co-dirigé. Avec Pierre-Emmanuel Guigaud, pardon, aux presses universitaires de Rennes. Si vous voulez découvrir cet ouvrage, allez chez notre partenaire storiavoce.com. Vous êtes interviewé par Ombline de Ternay. Afin d'approfondir sur le sujet que nous avons traité, j'ai utilisé ce livre, donc Les disputes et la conversion religieuse de l'Antiquité au XVIIe siècle, un livre que vous avez dirigé, Pierre-Antoine Fabre, avec Jérémy Foa, toujours aux presses universitaires de Rennes. Et Jérémy Foa, je l'ai reçu sur ce plateau afin de parler bien évidemment des guerres de religion. Et vous êtes venu, Warren Peset, avec ce livre, Civitas Confusionis. Peut-être un petit mot sur ce livre ? Absolument, c'est un livre de Michel-Yves Perrin qui est directeur d'études à l'EPHE, spécialiste de l'Antiquité tardive, et c'est là que vos téléspectateurs pourront en apprendre plus sur cette démocratisation, si on peut dire, de l'espace public à la fin de l'Antiquité, sur cette sphère du débat qui traverse toute la société. Un livre paru chez Nuvis. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité à votre émission. Je me répète, n'hésitez pas à aller chez notre partenaire storiavoce.com. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur ktotv.com dans nos archives afin de découvrir toutes les émissions que nous avons enregistrées jusqu'à présent. Il y en a plus de 100. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Risque de l'Histoire.